Madame Sapiens, partie 3 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les vêtements fastueusement ornés témoignent d'un statut privilégié. L'homme du Paléolithique montre une appétence particulière pour les parures rares et délicates, comme le montre l'impressionnante diversité des bijoux retrouvés dans les tombes. Alignement de coquillages, bagues, bracelets en ivoire de mammouth, boucles d'oreilles, etc. L'Italie, d'ailleurs, regorge de grottes qui ont servi de dernière demeure à ces individus pour le moins coquets. Le défunt de la grotte de Bausso da Torre avait une dent d'ours fendue en deux à côté de son oreille, ce qui laisse penser qu'il s'agissait à l'origine d'une boucle d'oreille. Celui de Barma Grande portait un rang de perles autour du cou. Quant à la fameuse dame du Cavillon dont je parlais tout à l'heure, elle portait à la jambe des bracelets constitués de rangs de coquillages qu'on appelle des cyclopes. Les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique aiment énormément les coquillages, il faut le savoir. Les archéologues en ont découvert un très grand nombre dans les sépultures, de tailles, de formes et d'espèces variées. Certains ont même subi un changement d'aspect, soit recouverts d'ocre, soit noircis par le feu. Les canines de cervidés, qu'on appelle les craches, sont également très recherchées. Les premiers bijoutiers aiment les orner de croix, de chevrons ou de stries. Or, l'Europe du Paléolithique supérieur est recouverte de steppes et de toundra à cause des températures froides. Les cerfs n'évoluent pas dans cet environnement, préférant les forêts des climats tempérés. Et oui, vous avez compris, les craches viennent donc de loin, ce qui en fait des produits de luxe et de prestige. Elles sont pourtant très demandées. Certains artisans n'hésitent pas à réaliser des imitations dans de l'os ou de l'ivoire, et c'est comme ça que naissent les premières contrefaçons de l'histoire de l'humanité. Les habitants des côtes de la Méditerranée préfèrent les coquillages, les oursins ou les vertèbres de poissons, des articles évidemment facilement trouvables sur place. On observe pourtant des goûts régionaux pour des bijoux en matière première, on va dire étrangères, qui viennent de plus loin. Par exemple, les habitants de l'Est de l'Europe raffolent de pendentifs de canines de loup ou de renard, des animaux qu'on trouve dans la région. Mais ils apprécient aussi les coquillages de forme allongée. Et dans le sud-ouest de la France, on aime les craches de cerf et les coquillages globuleux. Les vêtements et les bijoux ne sont pas les seuls ornements dont disposent les Homo sapiens pour se parer et plaire à l'autre. Ils recouvrent aussi leur épiderme de peinture corporelle à l'ocre rouge. Dans la grotte du Porc-Épic en Éthiopie, des archéologues ont mis au jour des bâtonnets d'ocre rouge dont les facettes montraient des signes d'abrasement sur des meules de formes et de tailles différentes. La petite quantité qui était obtenue par ce procédé montre que ces bâtonnets servaient à obtenir une fine poudre utilisée ensuite comme peinture corporelle. Si l'ocre est fréquemment employé pour ses propriétés abrasives, ça permet de tanner le cuir des peaux animales, ça empêche également leur pourrissement, ça facilite l'enlèvement des matières organiques résiduelles, il protège aussi la peau du fort rayonnement du soleil et empêche les piqûres d'insectes, je vous le dis au cas où. Les paléolithiques n'hésitent pas à aller chercher ce matériau précieux à plus de 50 km de leur campement. Nos ancêtres sont donc des tatoueurs hors pair. Des pointes de roches volcaniques ont aussi été découvertes en Mélanésie, c'est des îles du Pacifique au nord-est de l'Australie. Elles sont datées d'environ 4000 ans et servaient à faire pénétrer le pigment sous la peau. Certaines statuettes présentent même des scarifications qui ont été interprétées comme des tatouages. L'Homo sapiens prend soin de sa peau, barrière principale contre les agressions extérieures et vecteur de synthèse de la vitamine D. Elle est également un élément de communication entre les êtres. Mais alors, comment l'entretiennent-ils ? En usant de baumes hydratants, avec des masques nourrissants ? C'est une hypothèse, figurez-vous, mais aucun indice archéologique ne peut le confirmer. Pour la protéger, l'homme paléolithique se dote d'une autre arme, le vêtement, j'en parlais tout à l'heure. Les plus anciens connus ont été exhumés en Chine et en Sibérie et datent d'environ 40 000 ans. Qui dit vêtement, dit couture, et qui dit couture, dit aiguille à chat, inventée en même temps.
Si les premiers poinçons en os ont été trouvés à Blombos, en Afrique, et datés de 80 000 ans, l'apparition de l'aiguille à chat marque un tournant dans la vie de nos ancêtres. Ce qui peut paraître insignifiant à beaucoup, moi le premier, en tout cas, je peux vous dire que c'est tout à fait capital, parce que ça apporte esthétisme et efficacité. Les peaux animales sont raclées ou épilées, ce qui donne des vêtements chauds, protégeant le corps contre les basses températures. Le tannage imperméabilise le cuir et l'empêche de moisir. On utilise à cet effet l'ocre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi le manganèse et la craie. Certains utilisent des peaux de lièvre, des renards ou des écureuils pour apporter des nuances de couleur aux vêtements tout en renforçant l'étanchéité au niveau des poignets et de la capuche. Et pendant les périodes plus chaudes, les paléolithiques revêtent des habits confectionnés en matière végétale. Quant à la tête, elle est recouverte d'une coiffe comme celle de la dame du Cavillon, constituée de 200 coquillages et de 22 craches de cerf ocrées et enfilées dans le maillage de ficelles en fibres végétales, en tendons d'animal ou en lanières de cuir. L'ornement constitue un langage visuel, comme je vous disais, manifestant des paramètres sociaux et même économiques. Il affirme déjà le statut social de l'individu et son appartenance à un groupe déterminé. Même le corps est modifié pour intégrer la parure. Les oreilles et les lèvres sont percées pour accueillir des boucles et les premiers piercings. Grâce à l'ornement, on reconnaît au premier coup d'œil le chef, le chaman, un adolescent en cours d'initiation, une femme en recherche de partenaire, un couple, une mère ou une femme ménopausée. Finalement pas très différent d'aujourd'hui. Il concerne les hommes, les femmes et les enfants. S'il est un marqueur hiérarchique, il témoigne aussi d'un goût pour le beau et d'un désir de séduction, il n'y a pas de raison. Prendre soin de son apparence est donc un bon moyen de séduire l'autre et de trouver son partenaire. Les hommes et les femmes du Paléolithique n'ont que l'embarras du choix. Les chercheurs estiment que 150 000 individus environ se répartissent à cette période sur un immense territoire, le même qu'aujourd'hui quasiment. Il existe des lieux de rassemblement comme à Gunnersdorf en Allemagne où plusieurs groupes humains d'origines diverses se rencontrent et se mélangent. Certaines gravures permettent de connaître l'origine même des individus. L'une d'elles, par exemple, est ornée de figures de mammouths, de phoques et de morses, preuve que certaines tribus viennent de très loin, de régions polaires. D'autres montrent des femmes qui dansent, sautent et exécutent des farandoles. Les danses font déjà partie de la vie des groupes du Paléolithique. Elles interviennent lors des grandes occasions de la vie collective, comme le soulignent les recherches de l'ethnoarchéologie, l'étude des tribus du passé qui avance des hypothèses grâce à sa collègue, l'ethnologie, qui, elle, s'intéresse aux groupes de chasseurs-cueilleurs actuels. L'observation de leurs fonctionnements sociaux fournit des outils d'analyse pour aborder les sociétés de la préhistoire, notamment en ce qui concerne le rôle des femmes ainsi que les liens existants entre les activités et leurs conséquences matérielles. Les préhistoriens peuvent ensuite interpréter par déduction, si vous voulez, les données archéologiques. L'ethnologie permet comme ça de structurer la méthodologie archéologique. Il s'agit en fait d'observer et de décrire un phénomène social, son mécanisme et son expression matérielle. Par exemple, l'existence d'une hiérarchie définie fondée sur les chasseurs, les artisans ou les forgerons, comment fonctionne cette hiérarchie et comment elle se perpétue dans le temps. On en apprend également plus sur le concept de transmission des savoirs et des valeurs qui permettent la survie du clan. L'étude ethnologique révèle que les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles sont basées sur la chasse et la cueillette. Bon, ça, c'est pas une découverte. Elle met quand même en lumière le fonctionnement des relations propres à une société et les manières concrètes d'organiser les relations entre les individus, notamment entre les hommes et les femmes. Elle permet également de comprendre les processus liés à la subsistance et à la reproduction et comment justement ces sociétés s'adaptent à leur environnement. Dans le cas qui nous intéresse, l'ethnologie révèle l'importance des femmes dans les sociétés traditionnelles et l'effet des différentes activités sur les corps masculins et féminins. C'est un moyen d'analyser les rôles respectifs des hommes et des femmes dans les sociétés préhistoriques à partir de l'archéologie elle-même et de mieux comprendre les modes de vie des populations du Paléolithique. Elle offre de nouveaux horizons interprétatifs
qui écarte les visions et les clichés des sociétés contemporaines occidentales en faisant le lien entre les données ethnographiques et les données archéologiques. Alors attention, ces données sont toujours à analyser avec une extrême prudence parce qu'elles concernent des populations certes proches de celles des sociétés paléolithiques, mais qui en fait ne sont pas isolées. Elles peuvent entretenir des contacts avec des populations dotées de moyens techniques et de subsistance différents des leurs. On est d'accord, il ne s'agit pas de fossiles vivants, ce sont des hommes modernes, pas des hommes préhistoriques. Alors, à l'époque, comment vivent-ils ensemble ? On se rend compte que les mariages entre individus permettent de créer des alliances. Les populations du Paléolithique semblent connaître les dangers de la consanguinité parce que l'étude de l'ADN des squelettes de cette période montre qu'il n'existe pas de mariage incestueux. L'ADN révèle la parenté des restes osseux dans une même sépulture et ainsi la circulation des traces génétiques. On peut les voir, on peut les suivre. Les préhistoriens savent donc déceler les résidences, c'est-à-dire les couples formés d'un homme et d'une femme issus de deux lieux différents. Et elle est de deux sortes. Patrilocale, quand la femme part vivre dans la résidence de son époux, ou matrilocale, si c'est l'homme qui s'installe chez son épouse. Ils analysent pour ça la diversité des chromosomes Y transmis par l'homme et de l'ADN mitochondrial transmis par la femme. Et malheureusement, les sépultures multiples contenant plusieurs squelettes sont rares et l'ADN est souvent trop dégradé pour qu'il soit possible d'en récupérer les données. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.